La maison de Redwoods. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. Les faits se sont déroulés au sein d'une petite ville isolée, entourée de forêts sombres et mystérieuses, nommée Redwoods. D'apparence tranquille, elle abritait pourtant des habitants vivant dans la crainte. La raison, les rumeurs qui circulaient sur une maison abandonnée, située à la lisière de la forêt. Celle-ci étant prétendument hantée par l'esprit d'une femme ayant péri dans un incendie il y avait de cela de nombreuses années. Mais ce n'était pas une femme comme tant d'autres. On disait d'elle que c'était une sorcière. Si elle vivait seule, recluse, dans cette immense demeure à l'écart de la ville, bien trop grande pour une femme seule, c'était soi-disant pour y pratiquer des rites occultes dédiés à des créatures infernales dans le but de s'attirer leur faveur. Elle était censée avoir un grand âge. En tout cas, c'est ce qu'indiquaient les registres recensant les habitants de la ville, là où elle résidait, avant même de décider de vivre au sein de cette maison, jouissant déjà d'une sinistre réputation avant même qu'elle s'y installe. Plusieurs promeneurs, adeptes de balades bucoliques à l'intérieur de la forêt, avaient affirmé avoir aperçu des yeux, au regard effrayant, derrière les fenêtres de la demeure, alors que celle-ci était inhabitée depuis des années. Absolument personne ne désirait y habiter. Ses précédents propriétaires avaient été témoins de visions tellement réelles et horribles qu'un grand nombre d'entre eux avaient fui ou même sombré dans la folie. Les récits les plus anciens précisaient qu'à l'origine, cette maison avait été construite sur les ruines d'une vieille église appartenant à un culte satanique. Culte à une divinité païenne locale, Sarlok, en échange de cultures riches et abondantes sur les champs jouxtant la bâtisse religieuse. Il n'y a pas trop de détails sur cette période, mais une nuit, l'église a soudainement pris feu, sans que personne ne puisse réchapper de l'incendie. Les 14 disciples du culte ainsi que son grand prêtre périrent carbonisés. Depuis, les lieux étaient considérés comme maudits, étant la possession de Sarlok. Pendant des années, nul n'a défié l'entendement en se rendant aux alentours des ruines, jusqu'à ce qu'un étranger décide d'y faire construire une imposante maison pour sa famille. Dès les premiers jours suivant leur installation, les enfants du couple montrèrent très vite des attitudes étranges. Ils avaient le regard vide, ne répondaient pas quand on s'adressait à eux, ou alors sous forme de phrases incompréhensibles. La mère, souvent seule car son mari, du fait de ses affaires, était régulièrement absent, ne sortait que rarement de chez elle. Elle n'avait que très peu de contacts. Elle n'avait d'ailleurs jamais rencontré les autres parents, les professeurs, ni même fait les courses au sein de commerce de sa ville. À vrai dire, tout le monde avait fini par se méfier d'eux, pensant qu'ils étaient sous l'emprise de Sarlok, pour avoir eu l'impudence de construire leur maison sur ces terres. Un autre drame survint quelques mois à peine après leur arrivée. Un jour, le père retrouva son épouse et ses 2 enfants sauvagement mutilés dans le salon de la demeure. Il en perdit la raison et passa le reste de sa vie enfermé dans un centre spécialisé, laissant la demeure à l'abandon pour plusieurs années. Par la suite, les courageux ayant acquis la maison s'enfuirent terrorisés au beau milieu de la nuit, refusant d'expliquer les raisons de leur départ et finalement plongèrent eux aussi dans la folie. Et ils ne furent que les premiers de la liste des malheureux propriétaires de cette résidence maudite. Seule Lisa, la femme dont je vous ai parlé au début du récit, décida d'en faire son logis à son tour. Avant cela, elle avait la réputation d'être excentrique, s'habillant de manière extravagante et tenant des propos compris par elle seule. Enfant, elle avait été témoin du meurtre de ses parents par des cambrioleurs et ça l'avait un peu déconnectée de la réalité. Elle restait cependant lucide de temps à autre, mais faisait vraiment peur à ses voisins qui portaient plainte à de nombreuses reprises contre elle, ceci à cause des cris stridents qu'elle poussait en pleine nuit, sûrement dus à ses cauchemars résultant du traumatisme qu'elle avait vécu lors de la perte de ses parents de manière si violente.
Étant de nature solitaire et supportant de moins en moins la proximité des gens, elle a donc décidé un jour d'habiter le seul endroit où personne ne la dérangerait. Cette fameuse maison où plus personne ne voulait résider. Quelques semaines après son installation, des faits étranges secouèrent les environs. Du bétail disparaissait, ainsi que des animaux de compagnie. Il n'y avait bien sûr aucune preuve, mais très vite la rumeur grandissait. Lisa devait certainement avoir un rapport avec ces disparitions mystérieuses, vu qu'elle habitait au sein de la maison de Sarlok, telle que de nombreuses personnes la désignaient. Les rares personnes ayant pu voir le visage de Lisa au fil des années, lorsque celle-ci se rendait en forêt pour cueillir des fruits et des plantes, constituant ses repas, rapportèrent qu'elle semblait ne pas vieillir, conservant un visage très jeune, à l'opposition de son âge réel. On ne l'avait jamais vue rapporter le moindre gibier de la forêt. Et il y eut en plus d'autres disparitions, encore plus inquiétantes. Des enfants, à leur tour, ne donnaient plus signe de vie, disparaissant du jour au lendemain. Leur absence était constatée par leurs parents le matin. Certains témoins affirmèrent avoir vu Lisa être venue en pleine nuit en ville, près des demeures endeuillées par les disparitions de leurs fils ou leurs filles. Il n'en fallut pas plus pour qu'une milice formée d'habitants en colère décida de se rendre au domicile de Lisa pour se faire justice. Ils la soupçonnaient de pratiquer des actes de sorcellerie. Soupçons qui trouvaient leur source au fait que des chasseurs ou des promeneurs témoignaient d'avoir entendu des sons étranges venant de sa maison. Elle fut petit à petit considérée comme une sorcière. Des incantations récitées par la femme étaient également entendues. D'autres témoignages venant de personnes ayant osé se rapprocher de la maison afin de prouver que Lisa s'adonnait à des pratiques immorales parlèrent de la présence d'étagères remplies de fioles étranges, d'herbes et de parties d'animaux, de signes curieux tracés sur le sol et les murs et autres diableries, comme des cages qu'on supposait servir à enfermer les victimes de Lisa. Poussée par l'esprit de vengeance populaire, une milice composée d'habitants fut formée. Elle se rendit à la demeure de la sorcière. Sans doute, cette dernière avait-elle anticipé leur venue. Elle ne fut trouvée nulle part. Aucune trace de Lisa au sein de la maison maudite. Des os de toutes sortes furent découverts, dont des os humains. Une cage dont le fond était maculé de sang, où une des dernières victimes avait dû séjourner, fut trouvée dans la cave de la demeure, au milieu d'autres horreurs, que je ne préfère pas énumérer, tellement elles sont de nature à soulever le cœur de n'importe qui. Emportée par la haine, la milice entreprit de saccager tout l'intérieur de la maison dans ses moindres recoins. Finalement, Lisa fut retrouvée, du moins son corps. Elle s'était donné la mort, et enfermée à l'intérieur d'une pièce aménagée, sans doute par elle-même, au cœur de la cave, dont l'ouverture fut déclenchée par hasard par l'un des membres du groupe punitif. Elle n'avait aucune trace de blessure sur elle. Sûrement qu'elle s'était empoisonnée avec l'une de ces décoctions dont elle avait le secret. Certains ingrédients avaient été retrouvés dans sa cuisine aux côtés de livres dédiés aux rites occultes et sataniques, dont l'un ouvert à une page expliquant le processus pour obtenir la jeunesse éternelle. Son corps fut brûlé sur place, afin qu'elle ne puisse jamais y revenir, et les os broyés, piétinés par le groupe. Bien des années plus tard, un groupe d'amis curieux, friands d'expériences paranormales et adeptes de l'urbex, décida un jour d'explorer cette maison à la sinistre histoire. Ils s'étaient donné comme objectif de retrouver les restes de la sorcière au sein de la pièce secrète et de tenter de communiquer avec elle pour savoir si ce qu'on disait était la pure vérité. Ils s'étaient empressés de prendre leur planche Ouija et la séance serait filmée, chacun espérant faire le buzz sur leurs diverses plateformes de partage de vidéos ou sur leur site dédié au paranormal. Les membres de l'expédition se rassemblèrent devant la vieille bâtisse tombée depuis en ruine.
Déjà, ils sentaient une atmosphère lourde et oppressante peser sur leurs épaules. Malgré cette sensation, l'excitation était bien plus forte, et l'envie d'explorer les lieux en quête de ce qui les avait menés ici eut raison de leur crainte. Le groupe trouva facilement une entrée et pénétra dans ce lieu déconseillé par toute personne habitant Redwoods. Les lattes du plancher craquaient sous leurs pieds alors qu'ils avançaient prudemment à l'intérieur, une lampe de poche éclairant leur chemin dans l'obscurité. Les murs portaient les marques de la furie de la milice évoquée dans l'histoire entourant cette maison. Des traces de lames sur le plâtre, des trous formés par l'impact de masses et de marteaux. Tout indiquait que la légende de Lisa avait un fond de vérité. Aussi bien les sols que les plafonds et les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignée. Une odeur de pourriture imprégnait l'air. Ils se rendirent immédiatement dans la cave à la recherche de la fameuse pièce où devait se trouver ce qui restait de la sorcière Lisa. Ils parvinrent à découvrir celle-ci. Au milieu de la poussière, ils réussirent à mettre à jour des brisures de ce qui donnait bien l'impression d'être des os humains. Le sol était noirci et formait une silhouette, laissant clairement envisager que quelqu'un avait bel et bien été calciné à cet endroit. Prenant un éclat d'os, le groupe s'installa sur place, sur une grande couverture, et déposa tout le matériel pour essayer d'invoquer l'esprit de Lisa. Le vestige de la sorcière fut placé dans un petit récipient recouvert de sauge et d'autres herbes. Chacun des membres présents y ajouta une goutte de son sang et une mèche de cheveux. Un rituel nécessaire pour établir le lien entre eux et Lisa de manière sûre et favoriser l'incantation pour la planche Ouija. 7 bougies furent disséminées sur la couverture entre chaque participant de la séance. 4 aux points cardinaux et 2 de chaque côté de la planche. La 7e étant disposée près du récipient, là où se trouvait le fragment d'os de Lisa et les apports des membres du groupe. Tout était prêt pour lancer la séance. Cependant, malgré les nombreux appels à venir, l'esprit de Lisa ne se manifestait pas, et le groupe pensa logiquement que leur tentative de communiquer avec elle venait de se solder par un échec. Soit la sorcière ne voulait pas se manifester, soit quelque chose leur avait échappé lors du rituel. Un oubli quelconque dans le processus. Ou alors, toute cette histoire n'était peut-être pas aussi vraie que le disaient les rumeurs. Mais ils se trompaient lourdement. Alors que tous s'étaient décidés à se lever dans le but de repartir, déçus d'avoir fait tout ça pour rien, un des amis poussa un cri strident, pointant du doigt une silhouette pâle qui se tenait dans un coin sombre de la pièce. Les autres se retournèrent brusquement pour voir ce qui ressemblait à une femme, vêtue de blanc, au visage déformé par la douleur et la colère, dépourvue d'œil, et au milieu duquel pointait une bouche sans lèvres. Les amis tentèrent de s'échapper en courant hors de la pièce, mais la porte de la cave se ferma devant eux violemment. Il n'y avait pas d'autre issue, et la petite fenêtre, se trouvant sur un des murs, était bien trop étroite pour qu'ils puissent passer. Ils étaient piégés. La femme avançait lentement vers eux, émettant des gémissements lugubres qui leur glaçaient le sang. Ils réalisaient avec horreur qu'ils étaient condamnés à servir de victimes à l'esprit de Lisa au sein même de sa maison, après l'avoir eux-mêmes réveillée. À force d'efforts, ils parvinrent à enfoncer la porte et se ruèrent à l'étage, cherchant à fuir le plus loin possible de cette maison maudite. Mais ce fut en vain. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées, et des phénomènes paranormaux se produisaient autour d'eux. Des objets se déplaçaient tout seuls, des voix chuchotaient des avertissements sinistres, et des ombres se mouvaient dans les coins de la pièce. L'esprit de la sorcière les tourmentait sans relâche, cherchant à les punir pour avoir osé pénétrer dans sa demeure maudite. Un à un, chaque membre du groupe subit la colère de Lisa,
Un lustre s'abattit sur l'un, fracassant son crâne. Un autre fut projeté sur un crochet de fer fixé au mur. Un troisième se fit dévorer par une troupe de rats sortis d'un trou, apparu soudainement sur le plancher. Le quatrième et dernier membre pensait sa dernière heure venue quand il remarqua que Lisa évitait soigneusement les surfaces réfléchissantes, comme le verre des fenêtres. À force d'avoir vécu pendant des années dans les ténèbres, l'esprit de la sorcière n'avait plus l'habitude du reflet de sa véritable apparence. Elle, qui avait sans doute eu l'habitude d'admirer son visage rajeuni grâce à ce qu'elle faisait subir à ses victimes, craignait de voir celui-ci sous sa forme réelle, du fait de son statut d'esprit ayant rompu le sortilège de beauté. C'était la faille de Lisa, et le rescapé y vit le moyen de ne pas subir le même sort que ses compagnons. Se souvenant que l'une des filles du groupe avait toujours sur elle un miroir, il parvint à se rendre vers le cadavre de son ami et lui subtiliser l'objet pouvant permettre de faire reculer Lisa, amoindrir ses pouvoirs et réduire la force fermant les issues de la maison. La sorcière l'avait suivi et levait le bras dans sa direction. Le visage en sueur, n'étant pas certain de son raisonnement, le dernier membre du groupe tendit le miroir vers la sorcière et eut le bonheur de constater que sa supposition n'était pas fausse. Lisa, à la vue de son reflet dans le miroir, émit un cri de terreur, se cachant le visage à la vue de sa véritable apparence, s'affaissant au sol, complètement désemparé. Le survivant se déplaça alors, tout en laissant le miroir tendu en direction de la sorcière. Comme il l'avait pressenti, Lisa était affaiblie et ne parvenait plus à avoir l'emprise sur le contenu de la maison, ce qui lui permit d'ouvrir la porte, celle-ci n'étant plus bloquée par le pouvoir de la sorcière. Et il put enfin s'enfuir de l'endroit maudit. Quand il dut expliquer sa mésaventure et le décès de ses amis à la police, il prit soin de ne pas préciser la présence de l'esprit de Lisa, sachant pertinemment que personne ne le croirait. Il se contenta d'expliquer que lui et ses compagnons avaient décidé de pratiquer un urbex au sein de cette maison abandonnée, sans indiquer qu'ils étaient au courant de sa réputation maudite, et encore moins que c'était la raison de leur présence. L'enquête officielle conclut à des accidents malheureux lors d'un urbex. Le lustre tombait sur l'un d'eux, collaborant cette supposition, mais il fut plus difficile d'expliquer comment une jeune fille avait pu s'empaler sur un crochet fixé à plus de 2 mètres de hauteur sur un mur, et plus encore qu'un autre membre du groupe avait pu se faire dévorer par des rats dont il ne restait aucune trace dans la maison. Et ce, malgré l'action conjointe du légiste et d'un dératiseur spécialisé, qui confirmèrent, malgré tout, que c'étaient bien des morsures de rats qui étaient la cause de la mort du cadavre retrouvé avec les autres. Le malheureux survivant dut écoper d'une légère peine de prison pour non-assistance à personne en danger, les policiers pensant qu'il n'avait rien tenté pour aider ses amis. Ils l'ont jugé comme l'instigateur de cette idée stupide. Son action aurait conduit à ce drame, mais du fait de la négligence dont tous avaient fait part en pénétrant dans cette maison délabrée et comportant donc de multiples dangers au vu de son état vétuste, sa peine fut finalement transformée en travaux d'intérêt général. Il lui est désormais interdit de tenter de joindre les familles des victimes mortes par sa faute, et surtout il ne doit plus avoir en sa possession le matériel pouvant laisser penser qu'il tentera un nouvel urbex. Un moindre mal pour ce jeune homme qui sait désormais qu'il faut tenir compte de certaines rumeurs, de leurs dangers, et ne pas jouer avec les esprits, sous peine d'en subir des conséquences désastreuses.